Parfait. Bon, alors, bienvenue à tous. Je rappelle pour cette session nos petits organismes financeurs qui sont la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada et le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Aujourd'hui, le sujet, c'était donc à la découverte des communautés francophones. Pour ceux qui ont loupé, d'ailleurs, on avait enregistré celle-ci aussi. On a commencé avec Bellevue. En février, on avait fait ça, Bellevue. Et là, aujourd'hui, nous voici avec Willow Bunch et on continuera avec d'autres communautés un peu plus tard après. On essaiera de faire pas mal de communautés en Saskatchewan. Et Willow Bunch, on sait que c'est une communauté francophone, mais on la connaît un peu moins parce qu'il n'y a pas de centre communautaire francophone. Alors, on s'est dit que ce serait sympa d'aller voir aussi des communautés où on a un petit peu moins l'habitude d'en entendre parler. Et aujourd'hui, du coup, pour ça, on est allé voir la famille Campagne qui ont une ferme à Willow Bunch. Et du coup, je vais laisser la parole à Paul. Et bon, comme tu vois, Paul, on est un petit groupe. Alors, voilà, je ne sais pas comment tu veux gérer les questions, enfin, s'il y a des questions au fur et à mesure ou s'il y a, voilà. En tout cas, c'est très informel. Sentez-vous à l'aise de vous signaler. Je vais commencer à placoter, c'est ça que je vais faire. Parfait. Je te laisse la parole. Et puis, alors, bonjour. Bonjour à tous. Merci à Claire pour l'invitation. On m'a demandé de parler de Willow Bunch. Willow Bunch, qui est un petit village dans le sud de la Saskatchewan, anciennement appelé Tal de Saule, Willow Bunch. Donc, une communauté francophone qui, disons-le, il y a beaucoup moins de francophones qu'il y avait il y a une cinquantaine ou une soixantaine d'années, mais enfin, on est encore quelques-uns qui travaillons à poursuivre de parler français dans une communauté en Saskatchewan, qui n'est pas évident, mais ça se fait. Alors, Willow Bunch est un village dans le sud, environ à 50 km de la frontière américaine. Et il y a beaucoup d'histoires à Willow Bunch. Willow Bunch, c'est un village c'est un des plus vieux villages en Saskatchewan. Ça a été fondé, en théorie, en 1870. Donc, un des plus vieux villages de la Saskatchewan. Au début disons, de l'introduction a été fait par les Métis. Il faut dire que les Métis étaient très importants à la fondation du village de Willow Bunch parce que c'était les gens qui faisaient beaucoup de voyages dans la région. Les Métis venaient du Manitoba et ils venaient faire la chasse de bisons dans le sud de la Saskatchewan, qui à l'époque n'était pas la Saskatchewan, c'était les territoires du Nord-Ouest. Donc, les Métis ont commencé, je crois, en 1850 jusqu'à 1870. On passait du Manitoba, on venait faire la chasse de bisons. Et à la fin de la saison, la fin de l'été, ben là, on retournait au Manitoba avec tous les produits qu'on avait amassés. Et vraiment, les premiers à rester à Willow Bunch, c'était en 1870. C'était des gens qui s'étaient mis ensemble, des Métis, qui se sont mis et ont dit on va fonder une communauté dans le sud de la Saskatchewan. Et il y a un travailleur, un genre de marchand qui s'appelait Jean-Louis Légaré, qui était un Québécois qui avait décidé de partir avec une trentaine ou une quarantaine de familles métisses et de commencer une communauté permanente dans le sud de la Saskatchewan. Donc, à Wood Mountain, donc tout près de Willow Bunch, environ à 20 km du village, Jean-Louis Légaré et ses familles qui venaient se sont établis dans la région de Wood Mountain, de ce qu'on appelait les bois brûlés à l'époque. Et le village, donc ils ont commencé ils ont resté dans cette communauté-là, près de Wood Mountain, pendant près d'une dizaine d'années.
Et éventuellement, ce que les Métis ont décidé de faire, c'était de commencer une communauté qui était justement à environ à 10 kilomètres à l'ouest. Et ça s'appelait la Coulée-Chapelle. Donc, c'est une coulée. Donc, les Métis, l'hiver, on hibernait pour avoir un peu la protection du vent. Et la Coulée-Chapelle était vraiment une des premières places que les Métis se sont établis dans le sud. Et au fur et à mesure que ça se passait, ben, les bisons devenaient de plus en plus rares. Ça devenait de plus en plus difficile pour eux de faire la chasse. Donc, en 1880 et 81, Jean-Louis Légaré a décidé de se placer. Il a rencontré un métis qui s'appelait monsieur Gaudry, qui a dit, écoutez, vous devriez venir dans cette vallée, et donc la vallée de Willow Bunch, pour venir établir, commencer ton magasin. Donc, Jean-Louis Légaré, en 1881, a décidé d'ouvrir un magasin, de faire construire un magasin. Et je vais partager une petite photo ici, justement, du magasin. Ça, c'était le premier magasin, maison construite à Willow Bunch en 1881 par Jean-Louis Légaré. Et justement, cette maison-là n'existe plus, mais les ruines sont tout près du terrain de golf de Willow Bunch. Alors, c'est ça le tout premier, la première bâtisse qui a été construite, à part des bâtisses que les Métis avaient construites, mais c'était le premier magasin de Willow Bunch, donc en 1881. OK, alors c'est ça. Jean-Louis Légaré, donc on parle c'était un des cofondateurs du village de Willow Bunch, avec les Métis qui se sont établis dans la région en 1880. Ensuite, évidemment, puisqu'on est très près de la frontière américaine, il y a eu, comme vous savez, et ça c'est arrivé un peu avant qu'il avait établi son magasin, c'était la bataille de Little Big Horn qui s'est passée au Montana avec le général Custer et les Amérindiens qui avaient fait la grosse bataille, donc qui ont tué Custer. Et ce qui est arrivé par après, c'est que Sitting Bull, qui était le grand chef amérindien, pour s'évader des autorités américaines, a décidé de traverser la frontière et il est venu se réfugier à Willow Bunch, donc, et dans la région de Wood Mountain où était Jean-Louis Légaré et toutes ses autres familles. Donc, Sitting Bull fait partie un peu de l'histoire du village de Willow Bunch parce qu'il était, pour s'évader des Américains, il a décidé de traverser la frontière. Et c'est seulement en 1881 que Sitting Bull a finalement décidé de retourner aux États-Unis et c'est Jean-Louis Légaré qui a négocié avec le gouvernement américain de la part du gouvernement canadien pour convaincre Sitting Bull de retourner aux États-Unis. Maintenant, il y a plein d'histoires qui viennent jouer là-dedans dans le fait que les Américains, pour empêcher les bisons de venir au nord et de vraiment, pour essayer d'empêcher que les bisons viennent au Canada et pour effectivement empêcher que les Amérindiens et les Métis puissent faire la chasse, ils allaient crever de faim. Donc, c'était leur tactique pour empêcher et pour essayer de convaincre Sitting Bull de revenir. Donc, ils faisaient des feux. Ils faisaient des feux à la frontière pour empêcher les bisons de venir au nord, de venir au Canada. Donc, effectivement, ça poussé Sitting Bull à éventuellement décider de retourner aux États-Unis. Et il y a environ 3/4 des gens qui étaient avec lui, parce qu'il y avait quand même 4000 personnes, 4000 familles, des batailleurs et tout ça qui sont venus. Ben, il y a environ 3/4 qui ont décidé de retourner tranquillement vers les États-Unis.
Mais en ce moment, il y a une partie de ces gens-là qui ont décidé de rester. Donc, les descendants de ces familles-là, il y en a beaucoup qui habitent encore sur une réserve à Wood Mountain, près de Willow Bunch. Donc, c'est toute une autre, mais ça, c'est toute une autre histoire. Mais c'est intéressant de savoir que toute cette histoire-là découle de ce voyage-là de Sitting Bull. Et juste pour vous donner, voici une photo ça, c'était la photo la dernière conférence à Jean-Louis Légaré. Donc, Sitting Bull, c'était en 1881 qu'il a décidé de convaincre Sitting Bull de retourner. Et ça, c'était la dernière conférence qui s'est passée à Willow Bunch en 1881. Alors, on voit dans la photo, justement, l'été passé, j'ai été voir exactement où cette photo ici avait été prise. C'était pas loin où était le magasin à Jean-Louis Légaré à l'époque. Donc, Sitting Bull a vraiment, il fait partie de l'histoire du village de Willow Bunch de ce côté-là. En tout cas, ça, je trouve ça intéressant parce que Willow Bunch a été fondé vraiment par les Métis et par énormément d'histoires que les gens... J'habite ici au Québec l'hiver et je parle souvent de Willow Bunch et je parle souvent de cette histoire-là. Et ils sont là, mais nous, on n'a jamais appris ça à l'école. On n'a jamais raconté l'histoire de Jean-Louis Légaré, de Sitting Bull et de tout ça. On n'a jamais su que c'était vraiment l'histoire des Métis et des francophones du sud de la Saskatchewan qui ont vécu à cette époque-là. Alors, c'est ça l'histoire de Sitting Bull. Et là, éventuellement, bien, le village a tranquillement progressé. Il y avait les Métis, mais là, il y a beaucoup plus de Canadiens français qui commençaient à s'établir, des Québécois. Il y avait beaucoup des missionnaires, des prêtres qui allaient en France, qui allaient en Belgique, qui allaient au Québec, qui allaient en Suisse pour essayer d'attirer les francophones vers l'Ouest canadien au début du siècle, juste avant que la Saskatchewan est devenue une province en 1905. Et une famille très connue et un personnage très connu à l'époque, donc il y a beaucoup de gens qui connaissent le géant Beaupré. Édouard Beaupré, qui était un géant, était un des premiers enfants nés à Willow Bunch en 1881 ou 82, je crois. Et il a vécu jusqu'en 1904. Il a passé une partie de sa vie dans le cirque Barnum & Bailey aux États-Unis. Donc, le géant Beaupré, justement, je crois que j'ai une photo de lui ici. Alors ça, à gauche, vous voyez, ça c'est Jean-Louis Légaré, le cofondateur de Willow Bunch. Et ça, c'est le géant Beaupré, Édouard Beaupré, qui mesurait 8 pieds, 2 pouces et demi, un grand slack. Et puis, en tout cas, c'est un personnage très connu au Québec, un personnage très connu à travers le Canada, mais né à Willow Bunch en 1881. Et je vais parler plus tard du musée de Willow Bunch parce qu'il y a énormément de ces effets qui sont au musée à Willow Bunch du géant Beaupré. Alors, c'est ça. Là, je veux parler un peu de l'arrivée des campagnes de ma famille, parce que nous, on est une famille de Français. On est Français de France. Mes arrière-grands-parents venaient du Pas-de-Calais, la famille Campagne, un petit village qui s'appelle Bune, au Pas-de-Calais. Et ils sont arrivés, c'est mon arrière-grand-père et sa femme, Louis Campagne et Flore Campagne, sont arrivés au Canada en 1906, directement de la France.
Ils ont pas arrêté au Québec, ils n'ont pas arrêté au Manitoba, ils ont décidé de venir directement en Saskatchewan. Parce qu'à l'époque, il y avait l'abbé Gravel, c'était un prêtre de la Saskatchewan qui allait en France et donnait des colloques pour essayer d'attirer les immigrants. Parce que l'Église, évidemment, voulait attirer les francophones pour que l'Ouest se peuple francophone, se peuple en français. Et donc, mes arrière-grands-parents, et ils avaient 4 fils, donc un était mon grand-père, ils sont allés à une soirée d'un colloque que l'abbé Grabel, je crois, avait donné au Pas-de-Calais. Et ils ont décidé que, écoute, on a une ferme en France, mais on a peut-être 3-4 hectares. J'ai 4 garçons et une fille. C'est pas vraiment assez de terre, justement, pour ces garçons-là. Et voilà le nouveau monde qui est là. Ils ont décidé, on va prendre une chance, on va aller au Canada. Donc, en 1905, 2 des garçons, les frères à mon grand-père, Anatole et Henri, ils sont partis pour la France et ils sont arrivés en Saskatchewan en 1905. Ils ont eu leur premier homestead à Radville, qui est à peu près à 1h, 1h15, 1h20 minutes de Willowbunch. Ils ont construit une genre de petite maison de rien. Et justement, leurs parents, donc mes arrière-grands-parents, allaient venir l'année après pour les rejoindre. Et ce printemps-là, un des frères, Henri, a été gravement malade et est décédé environ 3 semaines avant que ses parents sont arrivés. Et il est enterré à Weyburn, pas loin de Radville. Donc, ça a été très difficile quand mes arrière-grands-parents sont arrivés avec un autre fils, Pierre. Et mon grand-père était toujours en France, qui finissait son service militaire en France. Donc, ils sont arrivés, Pierre est arrivé avec ses parents pour apprendre que leur fils est décédé. Donc, ils ont entendu qu'il y avait une communauté de francophones dans la région de Willowbunch. Donc, ils ont décidé de partir de Radville pour se rendre à Willowbunch. Et c'est là qu'ils ont rencontré Jean-Louis Légaré et qu'ils ont resté dans son magasin quelques semaines avant qu'ils ont réussi. Il y a un monsieur L'Espérance, un métis de Willowbunch, qui a dit à M. Campagne, Monsieur Campagne, il faut que vous alliez sur la butte. Là. Sur la butte, il y a des terres qui ne sont pas encore prises. Vous devrez aller trouver ces terres-là. C'est des terres fantastiques. Vous allez très bien. Il y a de l'eau partout pour les animaux. Il y a tout. Donc, mon arrière-grand-père, en ce moment-là, il avait ses deux fils avec lui. Et ils ont vérifié la terre, ils ont dit absolument, ils ont pris leur homestead. Donc, chaque garçon qui arrivait avait un carreau de terre. Et si tu restais 50, tu avais un autre carreau de terre. Donc, 160 acres plus un autre 160 acres. Alors, Louis et Anatole et Pierre ont décidé de prendre les homesteads. Et alors, c'est comme ça que la ferme a commencé, la ferme de la famille Campagne en 1906. Et là, mon grand-père, qui finissait son service militaire en France, est arrivé de la France via New York, en bateau ensuite en train jusqu'à Montréal, et là, le train de Montréal jusqu'en Saskatchewan. Ça, c'était en 1908 que mon grand-père, Paul Campagne, est arrivé. Donc, notre famille, ça fait depuis 1906 que mes arrière-grands-parents sont arrivés de la France, du Pas-de-Calais. Et alors, ça, c'est un peu l'histoire des Campagnes. Maintenant, ma mère, Marguerite Campagne-Giraudier, son nom c'est Giraudier, elle venait de près de Lyon. Ses parents sont arrivés de Lyon après la Première Guerre, en 1926, je crois. Donc, ma mère est née en France. Elle avait 3 ou 4 ans quand ils sont partis de Lyon pour se rendre. Ils sont arrivés
à Saint John, New Brunswick, Nouveau-Brunswick, en bateau, et ils ont pris le train jusqu'en Saskatchewan pour rejoindre le frère à mon grand-père qui avait déjà commencé un ranch près de Willowbunch, entre Willowbunch et Bengough, Harptree. Donc, c'est ça un peu l'histoire des campagnes et des Giraudiers, donc mes parents, qui ont commencé, qui se sont mariés en 1953, et 7 enfants, 6 filles et un garçon. Donc, si vous connaissez la famille Campagne un peu. Et là, là, Solange n'est pas là. Je ne sais pas où elle est, Solange. En principe, elle devrait être avec nous pour parler un peu de la famille Campagne, mais la famille et la ferme, parce qu'en 2007, Solange a décidé de retourner. Mon père, qui avait légué les terres à ses 7 enfants, a décidé Solange a décidé de revenir parce qu'elle habitait le Nouveau-Brunswick. Elle a décidé de revenir en Saskatchewan pour travailler la terre parce qu'elle n'aimait pas forcément comment mon père louait les terres à des agriculteurs locaux et elle n'aimait pas vraiment la façon qu'ils prenaient soin des terres. Donc, Solange a dit, je vais retourner puis je vais travailler la terre après que notre père avait légué ces terres-là à ses enfants. Et là, elle m'a appelé puis elle a dit, Paul, je retourne en Saskatchewan, je veux travailler la terre, serais-tu prêt à m'aider? Elle dit, j'ai 2 conditions, c'est que tu sois là pour m'aider et deuxièmement, qu'on fasse la transition pour être une ferme biologique. Et justement, j'ai dit, ça, c'est ma condition aussi parce que je ne veux pas travailler avec les produits chimiques. Alors, on a décidé de transférer la terre en biologique, en bio. Donc, Solange est arrivé en 2007 et par 2010, on a réussi à faire la transition parce que ça prend 3 ans pour faire une transition des terres. Pour qu'elle soit biologique, avoir un certificat et tout. Et là, donc, depuis 2010, on est certifié bio. Et j'habite le Québec l'hiver et j'habite la Saskatchewan l'été. Donc, je passe à peu près 6 mois en Saskatchewan l'été pour les semences, ensuite la moisson l'automne. Et là, je reviens ici et je fais de la musique. Je suis un musicien agricole. On m'avait dit ça une fois, j'ai trouvé ça drôle, j'avais fait une interview. Alors, c'est un peu ça l'histoire, de notre famille. Évidemment, ma sœur Carmen qui chantait pour les enfants, on a énormément de succès avec Carmen pendant bien des années. Et nous, j'avais un groupe, et j'ai toujours un groupe avec 3 de mes sœurs qui s'appelle Art Rouge. Et Art Rouge, justement, Art Rouge, c'est un nom qu'on a trouvé dans le livre d'histoire parce que c'était anciennement la région de Willowbunch qui s'appelait la Hare Rouge. Les Métis appelaient ça la Hare Rouge. Donc, nous, on a décidé de prendre ce nom-là pour notre groupe de musique quand on a déménagé au Québec pour faire de la musique. Alors voilà, ça c'est un peu l'histoire de la famille. Si je reviens à l'histoire de Willowbunch, aujourd'hui, c'est un village où, si on regarde dans le bottin de téléphone, la majorité des noms, c'est des noms francophones. Il y a des Terriens, il y a des Caillés, il y a des O'Reilly. Les O'Reilly, c'est anciennement les Irlandais qui sont partis de l'Irlande et parce que le Québec était catholique, ils ont décidé de rester au Québec. Ils sont devenus francophones. Donc, il y avait les O'Reilly, les Caillés, les Terriens. Il y a plein de noms francophones à Willowbunch. Et il y a encore beaucoup de gens qui parlent le français à Willowbunch, mais c'est des gens de mon âge et plus vieux que moi. Les enfants, il y en a beaucoup moins qui parlent. Mais c'est un village d'environ 280 personnes en ce moment. Et il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires à Willowbunch. C'est vraiment un des plus vieux villages. Donc, et nous, on est revenus pour travailler la terre. Et maintenant, on est là pour rester. On est là pour continuer à faire
à faire nos affaires. Justement, je parlais avec Suzanne, qui est ma sœur, qui travaille pour le Conseil culturel, qui a dit on va recommencer le Centre des francophones à Willow Bunch. On va trouver une façon de raviver la communauté, de trouver une façon de ramener un peu une fierté francophone dans le village. Et s'il y en a qui connaissent un peu, on a aussi un festival qu'on fait chez nous, un festival qui s'appelle Terre Ferme, qu'on a commencé en 2008. Après le décès de notre père, on a décidé qu'on voulait faire un genre de petit festival, une rencontre de famille, et on a invité des gens. C'était en 2008. Et là, on est rendu à la 14e édition du festival c'est un festival bilingue où on invite des francophones, on invite des anglophones, on fait un spectacle bilingue pour la communauté et on a environ 400 personnes qui viennent par année au festival. Il y a 2 ans, avant la pandémie, on avait jusqu'à 400 personnes au festival, donc ça se passe la 3e fin de semaine du mois de juillet. Alors, c'est un peu ça. Évidemment, Willow Bunch, en ce moment, c'est un endroit touristique très intéressant. Il y a le musée de Willow Bunch, qui était anciennement le couvent. J'ai une photo ici. Ça, c'était le couvent qui avait été construit en 1918. Donc, c'était les filles de la Croix. Et c'est maintenant le musée de Willow Bunch. C'est un musée incroyable. C'est un musée qui a énormément de choses à voir. Il y a une chambre dédiée au géant Beaupré, il y a une chambre dédiée à Sitting Bull. Il y a toutes sortes de choses à l'intérieur qui racontent l'histoire de la communauté, les noms de tous les gens de la communauté. Alors, ça, c'est le musée de Willow Bunch. Et dernièrement, je pense que s'il y en a qui sont déjà allés à Willow Bunch, il y a un des plus beaux terrains de golf du sud de la Saskatchewan. Et justement, j'ai une photo de ça. C'est une vieille photo, là. Mais ça, c'est le terrain de golf de Willow Bunch. Ils sont obligés d'arroser parce que c'est sec. C'est sec tout le temps, alors vous voyez que ça a besoin d'être arrosé. Mais c'est un très beau terrain de golf. Si jamais ça vous intéresse de venir, ça vaut vraiment le voyage. Alors, j'ai assez parlé. Si vous avez des questions, si je peux répondre, si jamais ça vous intéresse. Est-ce qu'il y en a qui ont une question? Je peux demander quelque chose à M. Paul? Oh, bien sûr. Rebonjour. Qu'est-ce qui vous a décidé, c'est-à-dire les ancêtres de votre famille, à quitter la France, Pas-de-Calais, et s'en venir en Saskatchewan? Quelle a été la raison? Bien, mon père disait toujours que la raison, c'était qu'en France, au début du siècle, il y avait de moins en moins d'engouement pour l'Église et pour la religion qui se passait. Donc, le gouvernement essayait toujours d'enlever toute l'influence de l'Église dans le gouvernement. Donc, et que mes arrière-grands-parents, c'était des gens qui étaient très catholiques, donc qui avaient été attirés par le prêtre qui était venu faire cette conférence, qui avait été attiré par cette personne-là. Donc, ils avaient l'impression que s'ils allaient au Canada, qu'ils allaient être capables de garder ce côté religieux qui était très important pour eux. Je crois aussi qu'on voyait que, en ce qui concerne la politique, les guerres qui n'étaient quand même pas loin. Bon, on ne savait pas à l'époque, mais j'ai l'impression qu'ils pensaient que, comme on dit, la merde allait pogner là, à un moment donné. Ça fait qu'ils ont décidé de partir aussi pour des raisons de sécurité. Donc, c'est une des raisons pourquoi. C'est 2 des grandes raisons qui sont parties. Aussi, je crois que parfois,
on avait l'impression que si on prenait les terres et que là, après 5 ans, on avait un deuxième carreau de terre, que là, on pourrait vendre ces terres-là et retourner en France avec énormément d'argent. Je pense que c'était aussi une autre possibilité. J'ai une petite histoire à vous raconter. Mon arrière-grand-père, il faisait du moonshine dans la coulée près de chez nous. Et une des choses, c'est parce que mon arrière-grand-père, c'était le père à ma grand-mère, Viala, c'était leur nom de famille. Donc, Jacques Viala, c'était un vieux macro qui faisait de la boisson dans la coulée. Et à un moment donné, il s'est fait prendre par la police à essayer de vendre parce que lui, il disait, ah, non, je fais ça pour vendre des cigarettes ou pour acheter des cigarettes, mais il faisait un peu trop d'argent ça fait qu'il a décidé, à un moment donné, il s'est fait prendre par la police et donc mes grands-parents ont dû payer une amende parce qu'à l'époque, c'était quand même une amende assez importante. Donc, c'était dans les années 20, 25, 26, parce que je crois, à ce moment-là, mes grands-parents avaient décidé que quand le temps est bon, on va vendre les terres et on va retourner en France avec les enfants, parce que mon père est né en 22 et ma tante, Louise Boisvert, est née en 24. Mais avec le fait qu'ils ont été obligés de payer cette amende, ils n'avaient pas assez d'argent pour retourner en France. Il fallait qu'ils attendent encore un autre 3-4 ans pour ramasser de l'argent. Et là, en 1929, la dépression est arrivée. Ils ont perdu tout l'argent qu'ils avaient amassé. Ils ont perdu, donc ils ne sont jamais retournés en France. Donc, on peut dire que grâce au fait que mon arrière-grand-père était un bootlegger, j'existe aujourd'hui, tu vois, parce que j'aurais jamais... C'est à notre avantage que vous soyez. Donc, c'est une histoire un peu qu'on raconte chez nous, que notre arrière-grand-père bootlegger nous a fait naître. Votre famille au complet, depuis 1906, ont toujours vécu des profits de la terre. Ils n'ont pas fait... autre métier dans les années 30, 40? Non, mon grand-père, Louis, mon arrière-grand-père, quand il est arrivé au Canada, il avait 70 ans. Il était déjà assez vieux et sa femme avait 65 ans. Donc, ils sont arrivés en 1906, ils ont vécu jusqu'en 1919 et ils sont enterrés à Saint-Victor, qui était le petit village entre... notre ferme est à peu près à mi-chemin entre Saint-Victor et Willowbunch. Donc, ils sont enterrés là. Et c'est en 1947, parce que c'est en 19, mon grand-père Paul a hérité la moitié des terres et son frère Pierre a hérité l'autre moitié. Et puis, ensuite, mon père a pris la ferme en 1947. Et là, mes grands-parents sont déménagés en Colombie-Britannique, à Duncan. Et ils ont vécu. Donc, mon père a pris la ferme en 1947 et là, il a rencontré ma mère et ils se sont mariés en 1953. Et là, ils ont commencé à élever leur famille à la ferme. Et jusqu'en 1980, quand ils ont acheté une maison dans le village de Willowbunch, un peu pour se retirer. Mais mon père il a vécu dans 2 maisons toute sa vie. La maison à la ferme et la maison du village à Willowbunch. OK. Et ensuite... Excusez, allez-y, continuez. Et ensuite, nous, on a hérité de nos parents, on a hérité les terres en 2005, pardon. 2005, 2006, et la Solange est revenue en 2007. Et là, l'histoire de la ferme bio. Les cultures que vous faites, la ferme bio, justement, c'est quoi exactement? Bio, il faut diversifier beaucoup. Donc, on a du blé, on a du lin, on a des lentilles noires, des lentilles françaises, de l'orge, de l'avoine, plein de différentes choses. Et vous vendez vos produits dans les environs pour on va vendre, ça dépend des produits. On fait du Canut, qui est un blé du rhum bio.
qu'on vend justement à une compagnie à Radville qui s'appelle Prairie Heritage Seeds, donc un monsieur Galarno qui a ça. Et puis, on vend notre Camus à travers lui, des lentilles noires. On va les vendre. On a nos produits, surtout le Camus, qui est un blé du rhum. On le vend surtout en Italie. C'est des Italiens qui adorent, ils font des pâtes avec. C'est un blé du rhum. Donc, on vend le Camus en Italie. On vend des lentilles noires. Depuis 2 ans, on les vend à une compagnie en Hollande. Donc, ça va en train. Ça prend le train de Saskatoon jusqu'à Montréal. Et là, le container va sur un bateau de Montréal jusqu'à Amsterdam. Donc, international. Dernière question. La famille Jean-Louis Légaré, est-ce qu'ils ont encore des descendants qui sont là actuellement? Oui, il y a un descendant. Jean-Louis Légaré s'est marié à une métisse, une Ouellette métisse, et il a eu un garçon, et elle est décédée pas longtemps après. Donc, un seul garçon. Et il y a encore des Légaré qui habitent à Assiniboia et à Mossbank, pas loin d'Assiniboia, donc à 30-40 km de Willowbunch. Donc, le petit-fils de Jean-Louis Légaré est toujours dans la région. Okay. Oui. Bon. Merci. Très intéressant. Le curé Gravel dont tu as fait mention au début, est-ce que c'est le même Gravel qui a prêté son nom pour Gravelbourg? Oui. Oui, c'est l'abbé Gravel. Je crois que c'est l'abbé Gravel qui avait fait le voyage. Il y a eu plusieurs prêtres qui essayaient d'attirer des francophones vers l'ouest. Donc, un, c'était l'abbé Gravel. Je crois que c'est lui qui avait été celui qui avait été au Pas-de-Calais à l'époque. Oui, c'est le même. Intéressant. Est-ce que... Oh, j'ai une question. Vas-y, Jacqueline. Attends, j'ai-tu mon micro? Oui. Oui, c'est bon. Est-ce que cet été, votre ferme sera ouverte, vu qu'on est encore un petit peu en pandémie, mais... on va tous se rencontrer cet été, justement, pour faire un autre festival virtuel, comme on avait fait l'année passée. Okay, on avait fait un spectacle et qu'on avait montré sur l'Internet. Je crois qu'on va faire la même chose cette année. Justement, ça commence à s'ouvrir en Saskatchewan, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du Manitoba, d'un peu partout. Donc, on hésite un peu encore d'ouvrir ça. Donc, on va faire un autre festival virtuel cette année, la 3e semaine de juillet, comme d'habitude. Et ensuite, en 2022, ça va être le gros party parce que là, ça va être ouvert à tout le monde. On l'espère. Oui, on l'espère aussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vraiment une question, mais bonjour Paul, c'est un plaisir de te revoir et puis de t'entendre parler de ton coin de pays. Je suis passé à Willowbunch l'été dernier, j'ai passé beaucoup de temps dans la région, j'ai visité le musée, j'ai été jusqu'à Five Lakes, je me suis promené pas mal. C'est une histoire tellement intéressante, ce milieu-là, et puis moi, je m'intéresse beaucoup à l'archéologie. J'ai une formation d'archéologue. J'ai eu plusieurs conversations avec Margaret Kennedy, par exemple, à la faculté d'archéologie à l'Université de la Saskatchewan, qui a fait des fouilles justement dans le parc Jean-Louis Légaré, qui a trouvé des endroits où il y avait des bâtiments à l'époque. Et puis, c'est sûr que c'était fascinant parce qu'il y avait comme jusqu'à 5000 Sioux qui étaient avec Sitting Bull, qui ont vécu dans la montagne de bois pendant un bon bout de temps en attendant. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait Pascal Breland, qui est un métis du Manitoba, qui est passé par Willowbunch aussi, qui a été le premier commerçant de Regina aussi à l'époque. C'est un gars qui est enterré maintenant à Saint-François-Xavier au Manitoba, mais il y avait un triangle entre Regina, Willowbunch et puis le Manitoba aussi qui existait. Et c'est sûr que c'est très évocateur d'entendre cette histoire-là, parce que toi, tu es jeune, je veux dire, tu
T'es juste un petit peu plus vieux que moi, je pense, mais t'es quand même passionné par cette histoire-là. Ça vous a marqué comme enfant. J'ai pas été durant le festival, mais je sais que votre ferme est située un peu sur le bench, là, dans les collines, et c'est vraiment magnifique. Là. Vous avez une vue sur le nord qui est superbe, et puis on voit, on sent la prairie, on sent toute tout ce qui est essentiel à cet environnement-là des plaines. Et, bon, je me suis toujours dit, je me souviens d'entendre ton père chanter à l'époque avec sa belle voix, puis je me suis dit, quand tu es dans un environnement comme ça, de pouvoir avoir des enfants avec lesquels tu vas transmettre la passion pour la musique, le chant, ça devait être quelque chose. Puis tu es chanceux, tu as encore ta mère, je pense qu'elle est encore vivante aussi. Hein? Non. Elle est décédée? Okay. Oui, en 2010. En 2010, ah, OK, excuse-moi. Ouais. Oui, c'est vraiment quelque chose. Je veux dire, on a toujours chanté les enfants ensemble. Notre père, c'était l'outil qu'il utilisait pour s'assurer que ses enfants parlaient le français parce qu'il était, comme lui disait, un fervent francophone. Mais ma mère aussi, les deux étaient incroyables. Je crois que c'est des gens qui tenaient vraiment à cœur leur langue et leur culture. C'est le premier couple à recevoir l'ordre de la francophonie des Amériques. Les deux ont reçu le prix de l'ordre de la francophonie des Amériques. En même temps, je me souviens, c'était présenté ici, juste de la ville de Québec. Et ils sont arrivés en avion, on les a amenés, on était au musée, le grand musée, et puis c'était la ministre de la Culture, Françoise Beaudoin, je crois. En tout cas, c'était... et puis, elle est arrivée, elle a dit, mais là, j'ai l'histoire, je connais presque pas votre histoire, mais je sais que vous êtes un couple de la Saskatchewan, et là, ils ont gagné la médaille, et tous les enfants, on était là, et on a commencé à chanter. Et là, il y avait des larmes qui tombaient, tout le monde pleurait, justement, parce qu'on chantait pour la fierté. Et mon père a dit que c'était toujours la chose la plus incroyable, c'était d'entendre ses enfants chanter en français, parce que c'était des petits culs de la Saskatchewan, comme on dit. C'était des enfants d'un endroit où normalement les gens ne parlent pas français. C'est 5% de la population. Donc, c'était vraiment un outil de fierté pour eux. Ça fait du bien d'entendre que vous voulez redonner naissance au volet communautaire francophone dans la région. En tout cas, je trouve que c'est une belle opportunité. Puis, il y a beaucoup d'histoires intéressantes autour de ça. Saint-Victor également, des gens qui habitaient là-bas. Je connaissais Omer Lheureux et Estelle Lheureux également, qui ont habité là pendant longtemps. Et puis, mais en tout cas, félicitations pour ton intérêt. Merci d'être venu aujourd'hui. Plaisir. Je vais devoir vous laisser retourner au travail, mais je voulais quand même venir voir un peu comment ça se passerait. Alors, merci pour tout. Et puis, bonne continuation. Merci. Merci, Claude. À bientôt. Au revoir. Je pense que, je ne sais pas s'il y a d'autres, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. J'ai une mini question pour moi-même. Enfin, c'est marrant parce que j'habite à Radville actuellement. Oh oui, OK. Et les Galarno, ils parlent le français, hein? Oui. Oh, c'est ça. Il faudrait que j'aille les voir parce que je n'ai pas eu la chance de les rencontrer. Un jour, j'ai appelé à la ferme, je ne sais plus pourquoi, puis je suis tombée sur une de leurs employées ou je ne sais pas. Puis elle ne parlait pas le français. Non, pas tous les employés, non. Alors, je me suis dit, il faudrait que je parle aux actuels propriétaires, mais je ne savais pas exactement, je ne suis pas allée voir plus. On est arrivé il n'y a pas très longtemps et puis on risque sûrement de déménager à Weyburn, justement, donc pas très loin, mais on ne sera plus à Radville. Mais en tout cas, oui, il y a encore quelques aînés en plus qui parlent le français ici à Radville, mais qui le parlent, qui le comprennent très bien, mais qui ne le parlent plus énormément.
Mais effectivement, ta sœur m'avait parlé des Galarno. Oui. Ça m'a fait sourire parce que d'habitude, quand je dis que je viens d'ici, personne ne connaît cette ville-là. Non, disons que c'est une communauté. Il y avait justement, je pense qu'il y avait un couvent. Il y avait un couvent à l'époque. Mon père, d'ailleurs, je pense qu'il est allé au couvent quelques mois à Radville quand il avait 7 ans. Mais c'est une communauté comme Willow Bunch où il y a beaucoup de noms francophones que tu vas trouver dans le bottin, mais il y a de moins en moins de gens qui le parlent couramment. C'est un peu l'histoire des petites communautés. Mais nous, on est là pour faire ce qu'on peut. C'est ce qu'on dit. Ah, c'est chouette. Bon, alors si on visite, on vient par Willow Bunch, on peut toquer à la ferme des campagnes. Oui, absolument. Amenez votre roulotte et vous pouvez rester chez nous si vous voulez. Oh, génial! On était allés... J'ai 800 hectares sur lesquels vous pouvez rester, alors c'est... Mais c'est nul, si j'avais su, on était venus il y a 2 ans, je crois, faire du camping avec mon compagnon à Willow Bunch et on avait campé dans le parc Jean-Louis Légaré, il y a un parc provincial. Et oui. À l'époque, je savais même pas, c'était au tout début que je commençais à la fédération, je savais même pas qu'il y avait des campagnes à Willow Bunch. Mais si on revient, on est en train de rénover un bus. Alors, si on se promène avec notre bus, on s'arrêtera chez les campagnes peut-être. Parfait. Parfait. Génial. En tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant, très passionnant, cette petite histoire. Bonsoir, j'ai pas venu, mais c'est pas grave. Comme je disais, hein, c'est tentant d'aller faire autre chose avec le beau temps, là, même s'il fait chaud. Mais en tout cas, merci encore d'avoir accepté d'être venu. C'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé la petite partie histoire, puis après, un petit peu plus sur l'histoire des campagnes. C'était vraiment, vraiment chouette. Plaisir. Donc, ouais, un grand merci. Et puis, au-delà de ça, comme je vous disais au début, dans 2 semaines, on a un autre Connect Né, mais ce sera un sujet de discussion. Donc, voilà, un sujet de discussion, probablement un pour ou contre, par exemple, pour ou contre telle ou telle chose, puis on peut débattre. Ou alors, ça dépendra d'un petit peu l'envie des personnes. Si on est beaucoup, pas beaucoup, on fera peut-être juste un sujet de discussion entre nous, ou peut-être, je ne sais pas trop, mais pendant l'été, ça va être tranquille, ça va être plus tranquille. Ça va être moins formel. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bel été. Paul, tu vas bientôt revenir en Saskatchewan? Oui, je vais partir la semaine prochaine, justement. Parce que je suis marié, mon épouse chante aussi. Donc, on fait parfois des spectacles ici à la maison, des spectacles virtuels. Et elle a un spectacle virtuel le 2 juillet. Et ensuite, on va remplir la camionnette et on va partir. Je fais le voyage en voiture depuis que la pandémie a commencé parce que j'ose pas prendre l'avion encore, je n'ai pas confiance. Donc, je fais le voyage en voiture, 3000 kilomètres porte à porte. Ça prend combien de temps, M. Paul? Je le fais dans 2 jours. Mais j'étais un peu zélé là, quand ça vient à faire le voyage. Avec mon épouse, on va le faire dans 3 jours. Puis, où est-ce que vous faites le stop quand vous faites la route? Où est-ce que vous faites la pause? On fait le voyage. On va aller de Montréal jusqu'à peu près Hearst dans le nord de l'Ontario. Ensuite, de Hearst, on va probablement se rendre jusqu'à Winnipeg. Et ensuite, le dernier jour de Winnipeg à Willow Bunch, c'est à peu près 8 heures de route. Ouais. On le fait dans 3 jours. Je l'ai déjà fait dans 2 jours, mais c'est un peu fou, là. Ouais. Mais c'est comme être sur le tracteur. Je veux dire, je passe 14 heures par jour sur le tracteur, alors c'est la même chose. Oui, mais c'est pas 3000 kilomètres. C'est aller-retour dans le même champ, ça fait des kilomètres, mais c'est pas la même chose. Mais... J'espère que vous allez être prudent et que vous allez avoir une belle été là-bas. Merci. Merci beaucoup. Oui, on a bien hâte. On va faire notre festival virtuel, donc 3e semaine de juillet. Si vous entendez parler de Terre Ferme, Farm Fest Terre Ferme, c'est un festival bilingue qu'on fait à tous les années. Et ensuite, 2022, il faut venir. Il faut venir là à Willow Bunch.
venez nous voir. Le festival live, ça va être quelque chose, là. Et justement, ça va être le 150e anniversaire de Willow Bunch, le premier week-end du mois d'août. En principe, ça devait être il y a 1 an et demi, mais avec la pandémie, ils ont annulé. Ils vont l'annuler encore cet été, mais ils vont l'avoir en 2022. Donc, 152 ans depuis la fondation du village de Willow Bunch. Donc, un gros... et puis, on va chanter, on va faire de quoi cette fin de semaine-là aussi. Donc, Terre ferme la fin de semaine avant et la fin de semaine après, ça va être le 150e anniversaire du village de Willow Bunch. Oh, wow. C'est sur combien de jours, votre festival? Nous, c'est sur 3 jours. Vendredi soir, samedi toute la journée et le dimanche matin, on fait un genre de gospel, des chants gospel le dimanche matin. Ça va jusqu'à midi le dimanche. OK. Ouais. Bon, parfait. Voilà. Pour dans 2 ans, en direct live, on va tous débarquer chez les campagnes. Oui, absolument. Oh, génial. Bon, ben, sur ce, je pense que je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais laisser chacun de vous retourner à ses petites occupations. Je vais tous vous souhaiter une très belle fin de journée ou presque, fin de journée. Et, au Québec, là, c'est déjà 17 h. Non, vous avez 2 heures de plus. Alors, ouais, 17 h. 5 heures. Il est 5 heures, c'est l'heure du souper. C'est l'heure du souper. Et puis sinon, pour tous ceux qui sont en Saskatchewan, là, eh bien, passez une bonne fin de journée. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. Bon, les infolettres continueront de venir toutes les 2 semaines de toute façon, si vous voulez rester au courant des choses. Et puis sinon, voilà, je vous souhaite tous une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Profitez bien du long week-end en plus, là.